Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 297. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Vous avez sûrement déjà entendu qu'en marketing, il faut être partout. Il faut publier tous les jours sur LinkedIn, lancer un compte TikTok, il faut optimiser son SEO, il faut investir dans les pubs, faut pourquoi pas produire un podcast et puis avoir une newsletter. Et malgré toute cette énergie déployée, les résultats, ils sont pas toujours au rendez-vous. Résultat, on est nombreux et nombreuses à se sentir épuisés, voire découragés, et j'en fais partie. C'est là qu'entre en jeu une approche différente, une approche qui est presque à contre-courant, c'est celle du marketing paresseux. Alors attention, ne vous y trompez pas, paresseux, ça ne veut pas dire passif ou négligent, c'est au contraire une stratégie qui est réfléchie, elle consiste à identifier le minimum d'actions nécessaires pour obtenir un maximum de résultats. C'est une manière de simplifier, de systématiser et d'automatiser son marketing pour le rendre à la fois plus durable et plus efficace. Alors ce concept qu'on peut rapprocher de celui du minimum viable product qu'on trouve dans le monde des startups, ce concept il donne naissance à ce qu'on appelle le minimum viable marketing. Donc du minimum viable product, du produit minimum viable, on arrive au marketing minimum viable. C'est un marketing qui est concentré sur l'essentiel, qui ne gaspille pas de temps, pas de ressources et qui vous permet de vendre plus en faisant moins. Alors dans cet épisode, je vais vous montrer comment mettre en place votre propre système de marketing paresseux. On va d'abord comprendre pourquoi cette approche est loin d'être une solution de facilité, désolé. Ensuite, on va voir comment construire un système qui est durable et automatisé. Et puis pour finir, on va regarder comment garder un œil sur ce qui compte vraiment pour obtenir des résultats sans surcharge. Alors, préparez-vous, installez-vous confortablement, vous allez découvrir que faire moins peut être la meilleure façon de vendre plus. Bon alors quand on entend le terme marketing paresseux, évidemment on imagine tout de suite un entrepreneur qui ne fait pas grand-chose, qui attend que ses clients arrivent tout seuls, ou alors une marque qui néglige ses efforts de communication. Ouais, sauf que, en fait, c'est tout l'inverse. Le marketing paresseux, c'est tout sauf une excuse pour rien faire, c'est une stratégie qui est volontaire et qui cherche la simplification et l'efficacité. Alors ce marketing, il repose sur une idée forte, mieux vaut concentrer ses ressources sur un petit nombre d'actions à forte valeur que de s'éparpiller sur plein d'initiatives qui au final vont donner relativement peu de résultats. Donc, la première chose à comprendre, c'est que paresseux ne doit en aucun cas être pris au sens littéral. Vous vous en doutiez un peu, je suis sûre. Bon, ici, l'idée, c'est évidemment pas de se croiser les bras, c'est d'adopter une posture stratégique. Travailler moins, mais mieux. Donc, je donne un exemple concret. Si vous avez un entrepreneur qui décide de publier frénétiquement sur toutes les plateformes de réseaux sociaux qu'il trouve, LinkedIn, Insta, Twitter, moi j'appelle encore ça Twitter, Twitter X, vous l'appelez comme vous voulez, TikTok, YouTube, Facebook, peu importe. Tous les jours, il va passer plusieurs heures à produire du contenu, évidemment, et le résultat c'est quoi ? C'est que au final, il est épuisé et son message en plus est totalement dilué. En face, vous avez un autre entrepreneur qui, lui, a choisi de concentrer ses efforts uniquement sur LinkedIn. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va publier par exemple 2 fois par semaine, mais avec des posts qui sont vraiment soignés, qui sont cohérents avec sa cible, et puis qu'il a travaillé, qui sont vraiment intégrés dans une stratégie en fait globale. À la fin du mois, cette personne, qu'est-ce qu'elle obtient ? C'est assez logique, elle obtient plus de prospects qualifiés. Alors pourquoi est-ce que c'est cette deuxième personne qui obtient les prospects qualifiés ? Parce qu'elle applique, consciemment ou non, le principe de Pareto. Vous le connaissez sûrement, ce principe de Pareto, c'est la fameuse loi des 80-20. Vous savez, 20% de vos efforts produisent 80% de vos résultats. En marketing, ce principe, il est absolument redoutable. En gros, ça veut dire que vous pouvez éliminer sans trop de problèmes une grosse partie des actions que vous faites pour vous concentrer sur ce qui produit réellement de la valeur. Le marketing paresseux, en fait, c'est pas une absence d'efforts, mais c'est une gestion intelligente de vos ressources.
Bon, alors penchons-nous sur le fameux principe du Minimum Viable Marketing, donc le MVM, on va appeler ça comme ça, Minimum Viable Marketing. Pour comprendre cette approche, il faut un peu se tourner vers le monde des startups. C'est les startups qui ont popularisé le principe du Minimum Viable Product, j'en parlais juste tout à l'heure, le MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire le produit minimal qui va permettre de tester une idée sur le marché avec peu d'efforts et le moins de coûts possible. Donc l'idée, c'est que plutôt que de développer une offre complète, parfaite, que vous allez travailler pendant des mois, la startup, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va lancer une version simplifiée. Elle va apprendre avec ses premiers utilisateurs et puis après, elle va ajuster. C'est le Lean Startup, c'est tout le principe en fait des startups qui est construit là-dessus. Le Minimum Viable Marketing, il applique exactement la même logique. Il ne s'agit pas de mettre en place toutes les tactiques marketing possibles, de mettre en place la meilleure stratégie possible, la plus construite, précise, qui va répondre à absolument tout. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est de lancer le système le plus simple qui permet de générer des résultats tangibles. Une fois qu'on a ce socle qui est validé avec un système simple qui génère des résultats, à ce moment-là, on pourra renforcer. À ce moment-là, on pourra améliorer, voire on pourra automatiser. Je vous donne un exemple concret, une petite entreprise, une entreprise de conseil. Elle pourrait être tentée de lancer un blog, un podcast, une chaîne YouTube, une stratégie SEO et puis des Google Ads. Tiens, pourquoi pas? Je le sais parce que j'ai plein de clients qui le font. Bon, c'est très séduisant sur le papier, mais le problème, c'est que c'est intenable dans la réalité. Quand on est une petite entreprise, une petite structure, on ne peut pas tout faire. Avec le MVM, donc le Minimum Viable Marketing, le MVM, avec le MVM, elle va choisir une seule et unique action, comme par exemple publier une newsletter mensuelle, mais une newsletter qui va être de grande valeur à direction de ses prospects. Cette newsletter, ça devient le cœur de son système marketing et rapidement, cette entreprise, elle va se construire une base d'abonnés engagés et cette base d'abonnés, ça va devenir une vraie ressource régulière de clients. Donc une newsletter qui est bien ciblée, qui est envoyée, mettons, à 1000 abonnés, mais des abonnés vraiment qualifiés, ça peut générer clairement beaucoup plus de ventes qu'une présence sur les réseaux sociaux un peu dispersée où on ne sait pas trop pourquoi on est là et ce qu'on en fait. C'est le pouvoir du focus. Bon, mais mettre en place un système de MVM, ça ne veut pas dire improviser. Il y a des méthodes et des outils qui existent pour clarifier ses priorités et se concentrer sur l'essentiel. Un outil ultra simple que vous pouvez utiliser gratuitement, c'est Notion ou alors Trello, c'est la même chose. Et ça va vous permettre de construire une roadmap marketing minimale, on va l'appeler comme ça. L'idée, c'est de se limiter à 3 actions clés prioritaires. Première action, par exemple, publier un post LinkedIn par semaine. Deuxième, envoyer une newsletter mensuelle. Et troisième, mettre en place une séquence d'emails pour accueillir les nouveaux abonnés. Tout le reste est mis de côté. C'est cette discipline qui va permettre d'éviter la dispersion et de consacrer son énergie là où elle a le plus d'impact. En fait, quand vous adoptez cette approche, vous gagnez immédiatement en clarté et en sérénité. Vous n'avez plus l'impression de courir dans tous les sens pour essayer d'attraper cette fichue tendance. Vous construisez un système qui vous ressemble, qui est adapté à vos ressources et à votre marché. Ensuite, vous allez gagner en efficacité parce que chaque action est pensée pour produire un maximum de résultats. Donc, vous savez que vos efforts, ils ne sont pas gaspillés. Et puis, dernière chose, vous gagnez en durabilité parce qu'un marketing paresseux, c'est tout simplement un marketing que vous allez pouvoir tenir dans le temps. Il ne vous demande pas une énergie démesurée, mais il repose sur un système simple, cohérent et automatisable. En résumé, comprendre le marketing paresseux, c'est comprendre que moins peut être beaucoup plus. L'idée ici, c'est pas d'en faire le moins possible, mais c'est de faire moins de choses, mieux exécutées, avec un focus assumé. C'est la première étape qui vous permettra de construire un système de minimum viable marketing qui vous permettra de vendre davantage tout en réduisant votre charge mentale. Bon, une fois qu'on a compris la logique du marketing paresseux et du fameux minimum viable marketing, le MVM, il est temps de passer à l'action. L'objectif est simple. Il faut mettre en place un système qui va fonctionner dans la durée, qui demande moins d'efforts au quotidien et qui continue de générer des résultats sans que vous soyez forcément tout le temps derrière la machine. Pour ça, il y a 2 piliers essentiels. Le premier, c'est de savoir choisir ses canaux avec discernement. Et le deuxième, c'est d'automatiser intelligemment sans perdre le lien humain.
Alors on commence par les canaux. L'une des erreurs les plus fréquentes en marketing, c'est de croire qu'il faut être présent partout. Ben ouais, parce qu'on se dit, si je suis pas sur TikTok, ben je vais passer à côté des jeunes. Ou alors on se dit, si je fais pas du SEO, je vais perdre en visibilité. Le résultat, vous vous éparpillez, vous investissez du temps dans 10 canaux différents, mais aucun de ces canaux n'est suffisamment alimenté pour produire des résultats solides. La clé, c'est de sélectionner un ou deux des canaux les plus rentables et d'y mettre toute votre énergie, all-in. Pour ça, il y a une méthode ultra simple qui vous permet de choisir vos canaux, c'est la matrice effort-impact. Prenez une feuille ou un tableau numérique, vous faites comme vous voulez, vous tracez 2 axes. Premier axe, c'est l'effort nécessaire, vous allez de faible à élevé. Et deuxième axe, c'est l'impact potentiel qui va de faible à fort. Vous listez tous vos canaux du moment. LinkedIn, Instagram, le SEO, la newsletter, la pub payante, des partenariats, tout ce que vous voulez. Vous placez chaque canal dans la matrice. Est-ce que l'effort est faible? Est-ce que l'effort est élevé? Est-ce que l'impact est fort? Est-ce que l'impact est faible? Vous les placez dans votre matrice. Assez rapidement, vous allez voir qu'il y a 1 ou 2 canaux qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, mais qui offrent un impact important. C'est ces canaux-là que vous voulez choisir. Je vous donne un exemple, si on part d'une entreprise B2B dans le conseil en innovation. Bon, elle fait une analyse et elle réalise que 80% de ses prospects viennent de LinkedIn et de quelques-uns de ses articles de blog stratégiques. Résultat, elle décide d'arrêter tous les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, TikTok, Facebook, parce que ces réseaux sociaux lui prenaient un temps de fou sans vraiment lui rapporter grand-chose. Et ça lui permet de mieux performer sur LinkedIn et de renforcer son référencement naturel avec du SEO. La sélection des canaux, c'est un acte de courage. Il faut accepter de dire non à certaines opportunités pour pouvoir concentrer toute son énergie là où elle est vraiment utile. C'est exactement l'esprit du marketing paresseux. Faut du courage. Le deuxième pilier du système durable, c'est l'automatisation. L'idée, attention, c'est pas de tout robotiser et puis de plus avoir de contact direct avec son client, évidemment, pas du tout. L'idée, c'est de mettre en place des processus qui vont tourner en arrière-plan et qui vont en fait vous permettre de vous libérer du temps. Pour ça, des outils d'email automation comme Brevo, HubSpot ou Mailchimp, c'est des outils parfaits parce qu'ils vous permettent de construire des scénarios qui vont s'adapter au comportement de vos prospects. Donc je vous donne un exemple, par exemple, dans le e-commerce. Imaginons une boutique de cosmétiques. Grâce à l'automatisation, elle va pouvoir créer plusieurs scénarios. D'abord, un premier email lorsqu'un client est parti sans avoir finalisé l'achat de son panier. Ensuite, une séquence de bienvenue avec 3 emails qui vont être envoyés automatiquement à tous les nouveaux abonnés et ça va leur permettre de leur présenter la marque, de leur présenter les produits, etc. Et puis, une relance personnalisée si un client n'a pas commandé depuis, mettons, 90 jours. Et là, on lui donne une petite offre spéciale histoire de réactiver. Ces scénarios, ils fonctionnent en continu, 24 heures sur 24, sans que l'équipe ait besoin d'intervenir. Vous les mettez en place une fois et il n'y a plus besoin d'y toucher. Résultat, ça vous fait plus de ventes et moins de charge mentale. Mais attention, bien sûr, automatiser, ça doit pas rimer avec déshumaniser, c'est évident. Un email automatique, c'est pas fait pour être robotique. Il n'a pas besoin d'être froid, d'être impersonnel, d'être limite désagréable. Au contraire, on peut le rédiger de façon sympa, de façon chaleureuse. Évidemment, on va utiliser le prénom du client, ça c'est quand même le truc assez basique, mais on peut y mettre des anecdotes, on peut y mettre des conseils pratiques, on peut y mettre des blagues, on peut y mettre ce qu'on veut, on peut écrire comme on parle, on peut faire absolument ce qu'on veut. On n'est pas obligé de rester dans le truc justement automatique qui dit que c'est un mail automatique. Écrivez vos mails automatiques comme vous écririez à votre client, votre cliente, voire à un copain, une copine selon l'image que vous avez, le positionnement que vous avez dans votre marque, mais écrivez vraiment vos mails automatiques comme si vous les écriviez à une personne, pas comme un mail automatique par pitié, parce que l'automatisation, ça doit amplifier votre proximité, pas la réduire. Bon, et puis l'automatisation, d'ailleurs, ça se limite pas que aux emails. Elle peut concerner aussi les réseaux sociaux avec, par exemple, mon partenaire Swello, qui vous permet de programmer tous vos posts de réseaux sociaux. Comme ça, vous faites tout d'un coup et vous êtes tranquille derrière. Vous avez aussi Calendly. Vous connaissez tous Calendly avec la prise de rendez-vous. C'est aussi une façon d'automatiser. Vous avez aussi le suivi des prospects avec un CRM intelligent comme Pipedrive. L'objectif, il est toujours le même, c'est de réduire des tâches répétitives
répétitive pour consacrer votre énergie là où elle est vraiment utile, c'est-à-dire à la création de valeur et à la relation humaine. Et du coup, quand vous combinez ces deux approches, le choix des canaux et l'automatisation, vous commencez à bâtir un système qui devient durable. Ça veut dire qu'il peut fonctionner même si vous réduisez vos efforts pendant un petit moment. Imaginez, par exemple, vous décidez de ne pas publier pendant 2 semaines sur LinkedIn parce que, vous êtes en déplacement. Si votre newsletter est programmée et que vos scénarios d'email automation tournent, votre marketing continue de générer des résultats. Vous n'avez plus besoin d'être présent en permanence pour que vos clients aient l'impression, eux, que vous soyez présent. C'est une transformation profonde. Vous passez d'un marketing qui est basé sur l'action, la réactivité, l'énergie brute, à un marketing qui est basé sur la stratégie et la structure. C'est exactement ce qui distingue le marketing paresseux du marketing épuisant. En résumé, construire un système marketing durable et automatisé, c'est accepter de faire des choix. C'est choisir ses canaux avec discernement pour arrêter de courir partout. Et puis c'est mettre en place des outils d'automatisation qui prennent en charge les tâches répétitives sans sacrifier la personnalisation. Une fois que ce socle est en place, vous gagnez en sérénité, en efficacité et surtout en cohérence. Vous avez maintenant compris que le marketing paresseux repose sur 2 piliers, le choix sélectif des canaux et l'automatisation intelligente. Mais il reste un point crucial pour éviter de retomber dans l'épuisement, savoir mesurer ce qui compte vraiment. On va pas se le cacher, il y a plein d'entreprises qui tombent dans le piège des vanity metrics. Elles se concentrent sur le nombre de likes, sur le nombre de vues, sur le nombre d'abonnés, sauf qu'elles oublient de se demander si ces chiffres se traduisent réellement en opportunités de vente. Pour qu'un système marketing soit durable et efficace, il faut être capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et donc de suivre uniquement les indicateurs qui orientent les décisions stratégiques. Alors la première étape, ça va consister à définir clairement quels sont vos objectifs marketing prioritaires. Sans ça, c'est impossible de savoir quels indicateurs il va falloir surveiller. Si votre objectif, c'est de générer, par exemple, des leads qualifiés, c'est pas vos likes sur LinkedIn qui comptent, c'est le nombre de personnes qui téléchargent votre lead magnet, qui s'inscrivent à votre newsletter ou alors qui réservent un appel découverte. Un principe fondamental du marketing paresseux, encore une fois, c'est de limiter vos suivis à 3 indicateurs clés maximum. Je vous donne l'exemple d'une PME, d'une start-up. Très souvent, les indicateurs qui sont intéressants à regarder, c'est quoi ? C'est le nombre de leads qualifiés que vous avez générés chaque mois, le coût d'acquisition client et le taux de conversion de prospect à client. Ces 3 indicateurs suffisent à piloter efficacement votre marketing. Tout le reste peut être considéré comme secondaire. Bon, mais pourquoi est-ce qu'identifier les bons indicateurs, c'est important ? Parce que les vanity metrics, ils peuvent nous donner l'impression qu'on est super fort et que c'est super bien tout ce qu'on fait, alors que ça n'a aucun impact sur nos ventes. Avoir, par exemple, 10 000 abonnés sur Instagram, ça n'a absolument aucune valeur pour vous si aucun de ces abonnés n'achète vos produits. Je vous donne un exemple d'une start-up, un SaaS. Il va suivre religieusement ses likes sur ses publications Twitter. Alors les chiffres montent, l'équipe est ravie, tout va bien, mais quand l'équipe analyse les ventes, elle se rend compte que Twitter, en fait, il a apporté quasiment aucun prospect qualifié. En revanche, les webinaires mensuels, eux, ils rapportent 200 personnes à chaque fois, et puis ils produisent systématiquement 15 rendez-vous, et dans ces 15 rendez-vous, il y a 5 nouveaux clients. Donc le résultat, c'est que la start-up, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va décider d'arrêter de consacrer du temps à Twitter et elle va investir davantage dans les webinaires. Cet exemple, il illustre parfaitement l'idée du marketing paresseux, concentrer ses efforts là où ils ont un vrai impact. Bon d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour décider quel KPI il faut suivre ? Il y a une méthode qui est simple, c'est de se poser 3 questions à propos de chaque indicateur. Ces 3 questions, c'est les suivantes. La première, est-ce que je peux agir directement dessus ? Par exemple, vous pouvez agir sur le nombre d'emails envoyés, mais pas sur le nombre de likes que vous recevez. Donc, est-ce que je peux agir directement dessus ? Deuxième question, est-ce que cet indicateur est lié à mes ventes ? S'il n'y a pas de corrélation claire avec le revenu, ça sert à rien. Donc, est-ce que cet indicateur est lié à mes ventes ? Et troisième question, est-ce qu'il m'aide à prendre une décision concrète ? Parce que si vous avez un chiffre, mais que finalement, il ne vous aide pas à prendre une décision, il sert à rien. Donc, les 3 questions à se poser sur un KPI, est-ce que je peux agir directement dessus ? Est-ce que cet indicateur est lié à mes ventes ? Est-ce qu'il m'aide à prendre une décision concrète ? Si vous appliquez ce filtre, vous éliminez naturellement la grande majorité des indicateurs secondaires.
Bon, et puis heureusement, pour simplifier le suivi, il existe des outils simples qui vont vous permettre de centraliser vos indicateurs, de mettre les choses un peu en place. Vous avez des plateformes comme Google Analytics, comme HubSpot, ou alors des tableaux de bord personnalisés comme par exemple Notion. Tout ça, ça va vous permettre de visualiser en un coup d'œil vos données essentielles. Mais attention, les outils ne doivent en aucun cas devenir une nouvelle source de complexité. L'objectif ici, encore une fois, c'est la simplicité. Donc plutôt qu'un tableau avec des colonnes dans tous les sens, 40 indicateurs et plein d'infos, contentez-vous d'un tableau de bord avec 3 à 5 chiffres que vous consultez chaque semaine ou chaque mois, basta. Bon, et puis il ne faut pas oublier que tous les résultats ne se mesurent pas uniquement en chiffres. Le marketing paresseux, il va accorder une place importante au feedback qualitatif. Un email client qui vous dit un truc du genre votre newsletter m'a convaincu d'essayer ce service, ça vaut 1000 fois plus que 1000 likes. Donc demandez régulièrement à vos clients pourquoi ils ont choisi de travailler avec vous, quels contenus les ont convaincus ou alors quelles étapes les ont aidés au moment de leur décision d'achat. Tout ça, ça va vous donner une information précieuse que tous les KPI chiffrés du monde ne vous donneront jamais. Du coup, en limitant vos indicateurs et en donnant la priorité à l'essentiel, vous créez un système marketing qui ne va pas vous surcharger. Vous ne cherchez plus à analyser des tableaux interminables pendant des heures, ça m'arrange. Vous ne vous laissez plus distraire par les vanity metrics qui sont certes flatteuses mais qui servent à rien. Et vous concentrez votre attention sur ce qui fait réellement avancer votre entreprise. Ce choix, il est profondément libérateur. Il vous permet de sortir de l'illusion de la productivité pour entrer dans la logique de performance réelle. Et c'est cette simplicité qui rend votre marketing durable, moins de temps perdu, moins de stress et plus de résultats. Pour résumer, rendre son marketing efficace sans surcharge, c'est tout simplement apprendre à ignorer l'inutile pour se concentrer sur l'essentiel. C'est mesurer moins, mais mieux, et c'est accepter que certains indicateurs flattent l'ego, mais ne remplissent pas les carnets de commandes. En adoptant cette approche, vous transformez votre marketing en un système allégé, efficace et orienté résultat. Bon, je vous résume cet épisode. On a exploré le concept du marketing paresseux. Donc on a vu qu'il ne s'agit pas d'une approche passive ou désengagée, mais au contraire d'une stratégie qui est réfléchie et intentionnelle et qui consiste à en faire moins pour obtenir davantage de résultats. Alors d'abord, on a regardé ce fameux terme de minimum viable marketing. L'idée forte, c'est concentrer son énergie sur quelques actions essentielles qui vont produire vraiment des résultats, plutôt que se disperser avec plein de tactiques ultra chronophages. Deuxième élément, on a vu comment construire un système qui est durable et automatisé. Le secret, il est double. 1. Choisir correctement ses canaux pour pas s'éparpiller. Et 2. Mettre en place des outils d'automatisation qui vont travailler pour nous, tout en conservant un vrai lien humain avec nos clients. Et puis enfin, on a regardé comment on allait faire pour mesurer l'essentiel en se concentrant sur 3 indicateurs clés, en valorisant le feedback qualitatif et en créant un système de suivi qui est léger, qui est clair et qui est orienté résultat. Le message à retenir, il est simple. Le marketing paresseux, c'est du marketing intelligent. C'est accepter d'arrêter de courir après toutes les tendances, mais plutôt de bâtir un système qui correspond à vos ressources, qui respecte votre énergie et qui reste efficace dans la durée. Alors j'ai envie de vous proposer un petit challenge et que vous identifiez dans votre business 3 choses pour aller vers du marketing paresseux. Première chose, une action marketing que vous pouvez simplifier ou voire même que vous pouvez supprimer. Deuxième chose, un canal que vous pouvez privilégier parce qu'il rapporte déjà l'essentiel de vos résultats. Et troisième chose, un outil ou une automatisation que vous pourriez mettre en place pour vous libérer du temps. Vous verrez que même une petite décision comme ça peut transformer profondément votre manière de faire du marketing. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, partagez-le avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. Je suis sûre que vous avez autour de vous des amis, des collègues qui seraient intéressés par ce type d'épisode. Envoyez-le via WhatsApp, via message, via ce que vous voulez, via email. Envoyez sur votre appli d'écoute, vous avez des systèmes de partage. Envoyez cet épisode à quelqu'un que ça pourrait intéresser. C'est comme ça que vous pouvez m'aider à faire découvrir le podcast du marketing. Je vous dis à très vite.